Bonjour à tous. Même si on s'est déjà dit bonjour, c'est un vrai plaisir de vous avoir à Mouka aujourd'hui pour la 3e édition de notre EcoTalk qui a pour thème aujourd'hui la reforestation urbaine. Donc c'est un sujet qui n'a pas été choisi par hasard avec les récents épisodes de pluie. Je pense qu'on s'est tous interrogés par rapport à la résilience de nos villes et notre capacité à faire face au dérèglement climatique. Bien qu'à la radio, on entend souvent parler des problèmes de drain, je pense que c'est pas ça qui va résoudre. En tout cas, une ville résiliente ne se résume pas au bon nombre de drains, on est bien d'accord. C'est une vraie planification urbaine qu'il faut prendre en considération et surtout en respectant notre écosystème naturel. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et c'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment même, nos équipes à Mouka travaillent pour créer une forêt endémique de 24 000 arbres, donc indigènes et endémiques, à Telfer. Ce projet est en cours, bientôt complété. Et on espère donc, l'idée est de créer, grâce à cette forêt aussi, plus de résilience dans le centre-ville. C'est avec ces efforts que nous avons eu la joie du coup d'être certifiés Tree Cities of the World, qui est une certification octroyée par la FAO et la Arbor Day Foundation. Et c'est un peu fort de cette réussite qu'on a décidé d'ouvrir le débat sur cette thématique et de surtout laisser la parole aux experts. On a le plaisir d'avoir avec nous Christine Griffiths, qui est la General Manager d'Ebony Forest, que j'invite à me rejoindre. Jean-Claude Thévatian, botaniste, qui a travaillé avec le privé, autant avec le privé que le public, qui est maintenant à son compte. Et finalement, Emilien Hardy, qui représente la Tiny Forest Foundation aujourd'hui. Donc voilà, merci et on va débuter. Suivez-vous. Ok. Donc on va commencer par Jean-Claude. Jean-Claude, son quotidien a été les arbres pendant très longtemps, mais c'est vrai que je suis sûre qu'on est tous d'accord de dire que les arbres sont un peu en vogue en ce moment. Et c'est un peu comme une course à qui plantera le plus d'arbres. C'est l'impression qu'on a en discuté plus tôt. Et les experts, qui eux, c'est leur quotidien, ça a toujours été comme ça. Mais on note un peu cette popularité. Tant mieux. Mais il faudrait peut-être se poser la question de quel type d'espèces, quel type d'arbres, pourquoi, prioriser certaines espèces plutôt que d'autres. Je suis sûre que tous les types de plantes, d'arbres sont importants, mais est-ce que tu peux nous dire plus sur s'il y a lieu de prioriser peut-être de l'endémique, de l'exotique ou... Bonjour, moi je suis Jean-Claude Sévation. J'ai travaillé presque 8 ans à l'herbier de Maurice et une vingtaine d'années à la Motion Wildlife et déjà 5 ou 6 ans que je suis mis à mon propre compte, justement pour plus indépendant dans des projets et pour que je puisse aussi raise voice, c'est-à-dire dans les... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je travaille plus ou moins plus avec le secteur privé, et c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment une difficulté de faire la motivation pour qu'on n'a que les endémiques dans des projets. Et c'est ça, c'est mon rôle de comment motiver ces projets, de mettre le maximum endémiques et indigènes, parce que ce sont des plantes très résilientes, ce sont des plantes d'ici et ce sont des plantes dépendant de la région. Alors, si c'est Moka, on va prendre des plantes qu'on a, la liste des plantes qui a été déjà dressée depuis des années avec le gouvernement, avec le secteur privé. Donc, basé sur la liste des plantes, on va aller de l'avant pour justement proposer s'il y a un projet développement ou d'embellissement ou de reboisement ou le projet de restauration, tout dépendant de le projet que le client nous présente. Voilà, et d'autre part, c'est très intéressant aussi qu'on en puisse plus d'endémiques et indigènes parce que nous perdons pas mal d'espèces au cours des années par l'envahissement des espèces exotiques. Je ne vais pas mettre le côté comme si c'est la faute des exotiques, mais en réalité, c'est que
le pourcentage de forêt si on n'a pas des projets de conservation et de restauration. Donc, on risque encore de perdre, c'est presque moins que 2% de forêt qu'on a en ce moment. Donc, il est très important que ces projets aussi puissent faire des corridors. Donc, si on a des projets, allons dire, si vous regardez l'île Maurice dans son milieu de plateau, donc il y a presque pas de forêt et très peu de rivières. Donc, les forêts se trouvent un peu plus, allons dire, si c'est en Boumoka, ce sera entre Piton du Milieu et le Pouce. Donc, c'est très important de faire, s'il y a des projets, de faire des corridors, donc de créer, comme vous êtes en train de faire à Moka, de créer des parcelles de forêt qui peuvent faire des corridors pour plus tard rattacher attacher ces deux forêts ensemble ou de corriger cette fragmentation dans les projets. Mais c'est très important que dans les projets aujourd'hui, nous présentons qu'on a plus des espèces indigènes et endémiques pour des projets d'embellissement et de développement. Voilà. Merci Jean-Claude. Donc, si on devrait prioriser l'endémique et l'indigène, que je comprends, il existe aussi du coup différentes techniques de plantation. Émilien, tu représentes la Tiny Forest aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de cette technique très spécifique avec ses propres caractéristiques, d'où elle vient, quels seraient peut-être ses avantages pour les régions urbaines? Parce qu'on a vu quelques Tiny Forests déjà à Moka, d'autres à Port-Louis. Est-ce que c'est donc plus adapté au milieu urbain? Quelles seraient les caractéristiques? Oui, plaisir. Donc, bonjour à tous. Donc, pour répondre à ta question, par rapport au Tiny Forest, par avance, mes excuses pour le franglais. Il y aura très probablement beaucoup de thèmes anglophones au milieu de tout ça. Mais une Tiny Forest, c'est donc une forêt qui est à la base dense, par nombre de plantes au mètre carré, qui pousse rapidement, de par cette densité, je vais rentrer un peu plus en détail dessus, et qui a une grande diversité d'espèces au sein de la forêt. Et bien sûr d'espèces endémiques ou indigènes pour justement booster la biodiversité au sein de la forêt. C'est basé sur un procédé développé par un botaniste japonais, le Dr Akira Miyawaki, donc dans le début des années 1900, et qui a été peaufiné et amélioré au fil des années, et qui repose sur plusieurs critères que je vais détailler dans quelques instants, mais dont le but est en gros d'essayer d'arriver à un stade avancé d'une forêt assez rapidement. Dans le concept de Tiny Forest, il y a la méthode donc, qui suit la méthode Miyawaki, mais il y a aussi toute une partie d'engagement des communautés, parce que le but des Tiny Forest, c'est vraiment de reconnecter l'humain et les communautés à la nature. Donc il y a le volet urbain, mais ça ne se limite pas forcément au volet urbain. L'avantage de l'urbain, c'est que c'est là où sont les populations, et donc la méthode la plus simple de reconnecter l'humain à la nature, c'est d'apporter la nature sur le pas de la porte. On dit souvent qu'en gros, loin des yeux, loin du cœur, quand on vit dans un environnement 100% bétonné, on est malheureusement déconnecté de cette nature, et donc en venant réapporter des espaces verts au sein de nos villes, ça permet justement de reconnecter l'humain. Donc dans les programmes de Tiny Forest, on va avoir un engagement programme pour en gros supporter les communautés à entretenir les forêts, et donc rester en contact avec cette verdure. Si on rentre un peu plus dans le détail maintenant de comment sont plantés les Tiny Forests, donc il y a toute une partie de préparation du sol, parce qu'en milieu urbain et en milieu, on va dire, agriculturel, avec de l'agriculture intensive, il y a souvent eu des attaques sur le sol où on reste aujourd'hui avec des sols très appauvris. Donc il y a toute une première partie d'amélioration des sols. On va revenir apporter de la biomasse au sein du sol, où on va apporter des nutriments, apporter les bons types de champignons pour en gros venir développer le microbiote dans le sol, et donc réapporter finalement la vie dans le sol. Donc c'est la première étape de la Tiny Forest, et par la suite on va venir faire des plantations qui sont basées sur donc différents types de layers, avec des arbres endémiques qui vont avoir qui vont soit être des grands arbres, des arbres moyens,
des petits bosquets ou des ground covers. Et on va venir travailler sur différents niveaux et différents layers pour essayer d'atteindre le stade d'une forêt mature rapidement, parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement d'une forêt, on va dire, classique passe par plusieurs étapes où il va y avoir dans un premier temps un développement justement de shrubs. Après, il y aura des pioneers qui supportent assez mal l'absence d'ombre et ils vont être par la suite remplacés par des climax trees qui vont là, en gros, venir apporter la forêt un peu plus mature. Ce procédé-là prend entre 100 et 200 ans. Et donc, à travers les tiny forests, on essaie d'accélérer en venant mettre directement en terre et de façon assez réfléchie les différentes espèces et les différents niveaux d'arbres qui vont apporter cette forêt mature le plus rapidement possible. Donc voilà. Merci Emilien. Christine, par contre, elle est très habituée à tout ce qui est native forest et pas vraiment les forêts urbaines et aussi un peu plus éloignée du concept de tiny forest où on ramène, c'est vrai, comme Emilien disait, un peu à la porte des habitants des villes, des citadins. Toi qui es plus habitué à ce type de forêt, est-ce que peut-être que tu pourrais nous parler de comment c'est fondamentalement différent une forêt en région urbaine et ce qu'on appelle une native forest. Et n'hésite pas à t'exprimer en anglais, je sais que tu seras plus à l'aise. Et autant dans les avantages que les challenges que cela peut vouloir dire. Et je te laisse nous expliquer ça. Unlike the tiny forest concept, we are trying to restore large areas because, of course, the larger the area, in essence, the greater benefit it can have for biodiversity. Especially if we're looking at, say, the endemic fauna of Mauritius, they need large areas. And we need to create areas which are, as Jean-Claude was mentioning, that are connected because connectivity is incredibly important. So unlike where the tiny forest is maybe dealing with a terrain vague or kind of an agricultural land, we are actually transforming exotic forest into native forest. So we have a different process, and that's we have to actually manage and remove the exotic species first. So we do that in what we often do is kind of a first weeding, where we take out the trees and that sort of all the exotic wood, and then we'll come and plant. So in terms of the planting, we actually planted a much a lower density. So we would plant kind of trees every 1.5 meters, as opposed to at a higher density. And we also plant a diversity of species, which are going to be ending up being either understory trees or kind of canopy trees. We generally don't plant ground cover because these are often light-loving species, and these are just going to get shaded out. And we will select species according to the different soil types, the terrain, the site specificities that is involved with that. And once we plant, we generally don't do any kind of aftercare beyond kind of weeding and maintenance weeding. So we don't water, we don't add fertilizer or prepare the land in that sense. So it's different in that aspect. We did used to historically, so between at Ebony Forest, we've been working restoring forest about 20 years now. And originally kind of between 2006 and 2012, we did plant at a very high density because it has this advantage that the canopy closes quite quickly. And what we did find was kind of within the first 4 to 5 years, we had good high survivorship, high biodiversity. But today, those same plots actually have lower biodiversity, and that's simply because at planting at such high densities, we were increasing a lot of competition between the plants. And as a consequence, only those which could really grow faster. You can provide, for example, you could provide water or you could provide nutrients, but you can't control for the competition, the need for space and light. So we've adapted over the years kind of our techniques in order to achieve and restore large areas. Merci Christine. Donc il existe donc plusieurs espèces et plusieurs techniques. Tout ça est quand même sur un même territoire qui est sur notre île, et il existe donc un cadre légal qui soutient
ce genre de projet de reforestation urbaine ou même, les projets dont parle Christine, qui sont un peu différents. Jean-Claude, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce cadre légal et peut-être aussi ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait y être amélioré? Nous avons un cadre légal, c'est vrai, c'est que toutes les terres forestières, que ce soit dans le privé, que ce soit le gouvernement, nos terres forestières sont sous le regard des autorités. Donc, c'est sous le ministère de l'Agriculture et même peut-être il y a des zones qui sont sous fisheries et ou peut-être d'autres sont sous le National Park. Et nous avons des lois, nous avons des protections de la loi dans le gouvernement, mais si c'est un développement, alors je prends l'exemple de si vous avez un développement Boka, vous avez un développement sur le flanc de Mamel, il faut voir peut-être la limite du terrain du client arrête peut-être à un niveau de, allons dire, en moitié, allons dire c'est 50 mètres d'altitude ou 100 mètres d'altitude. Le tracé de la ligne, c'est pour le privé et l'autre partie, c'est pour le gouvernement qui est le Forestry Services. Même si c'est dans le private land, il est private forest land, mais nous avons besoin de d'écrire au Forestry Services, du dépendant, Forestry Services, pour présenter le projet. Quels sont le projet qu'on a sur le site et aussi quelles sont les techniques qu'on va s'en servir. Il faut que le client lui-même lui présente pour que, d'après la loi, pour qu'il avoir un permis permis de restauration, c'est-à-dire le projet de conservation, restauration et ou replanter. Donc, ce n'est pas cas par cas de sites ou des rivières ou des wetlands, mais nous avons des cadres légaux qui est là et que nous avons besoin à respecter. Mais c'est vrai, c'est que il faut quand même aller plus loin il y a des projets, il n'y a pas de suivi après. Donc on fait une demande qu'on va restaurer, on va enlever les espèces exotiques, on va replanter, etc. Mais est-ce que on a des visites régulières par les autorités pour qu'on certifie que le travail se fait bien et le nombre de plantes qui a été dit planter, est-ce que on a planté et voir l'évolution du projet par rapport à ça. Donc, il faut que mettre en pratique, implément la loi plus ou moins, parce que la loi est là. Et peut-être dans quelques années, il faut encore peut-être améliorer, changer, parce qu'on est dans un différent monde de développement et je pense que les lois aussi doivent être un petit peu évoluées dans ce sens. Donc, le cadre légal existe, il faut juste s'assurer qu'il est implémenté et respecté. Très bien. Donc, au-delà de notre propre expérience, en tout cas, au-delà des réglementations ou du soutien qu'on recherche, parfois auprès des autorités, s'il y a un vrai souci que nous avons connu à Moka, c'est le souci du sourcing. Et à Ebony Forest, on a eu la chance du coup de visiter, Christine, la nursery, la pépinière que vous avez. Et est-ce que, avec les impacts du changement climatique, est-ce qu'il y a eu de vrais impacts sur cette pépinière? Est-ce que le survival rate a changé? Comment est-ce que tu perçois déjà quelques impacts? As you say, we have two nurseries. So we have our nursery at Ebony Forest and one in the east, which is a more humid nursery. And we have around 40,000 plants of 120 different species. And now this 120 species sounds quite a lot, but actually it's a very small percentage of the number of native flowering plants. Is less than 20%. So in terms of the impact on kind of climate change, the plants which are in our nursery, not so much. It's because we can control the environment. Like every nursery, they can improve watering, etc. But where the real impact of climate change is happening is in the forest. And that will affect in future how many kind of
seeds we're going to get, how many seedlings, that will affect production for nurseries in that sense. So while there have been, as far as I'm aware, there's no specific studies related to Mauritius kind of modeling how plants are going to change in response to climate change. We do know that climate change is going to impact plants and animals. It's going to change evapotranspiration rates. So potentially in that sense, when plants are younger, we have to water them more, etc. But those in the wild are also going to be experiencing this. There's going to be increase in maybe pests and pathogens in a warmer world. And of course, some species are going to flourish in these conditions, and some species are also going to, if they can't survive, they're going to go extinct. And it's one of those things that climate change is happening, and unfortunately, many areas worldwide could become unlivable for humans as well as animals. But for plants, this is a big challenge, because as animals, we can migrate. And of course, if we can't migrate, we'll go extinct. But plants, they really rely on dispersal of their seeds. So there's already a huge problem that the native plants in Mauritius are experiencing. They've lost the majority of their pollinators and seed dispersers. We've lost more than 50% of our vertebrates, and this is crucial. Add to that the fact that there's been all these exotic species introduced. So while you maybe, let's say you drive down to the south, and you could drive through down to Chimigre, and you see, oh, forest, it's fantastic, all this wonderful rich forest. But within that, the native plants are isolated. They're in these patches. They're not actually connected. So they're being smothered by exotic vegetation. So they are struggling to disperse their seeds. Maybe they don't have the seed disperser. So this is becoming a huge challenge. At the same time, we have exotic fauna. Rats, pigs, monkeys, deer, they eat seeds, they eat seedlings, they cause massive amount of damage. So climate change is just another thing on top of the kind of already on tipping point for these species. So species which are potentially much more abundant will fare better than those species which are already very rare. And if you take that Mauritius is the third most threatened flora in the world, that's quite something, with 50% of it threatened. So it's really important in that sense to increase the use of endemic plants in urban areas, in restoring forest. But the critical point here is actually increasing those rare plants. And of course, one of the challenges that we have is that it's finding those rare plants, it's propagating those rare plants. And climate change is definitely having an impact, not so much maybe on the nursery level, but on the original forest level. Yeah. Merci Christine. Donc le bilan que tu dresses est assez alarmant. Et se rajoute à ça, tu rajoutes un peu le dérèglement climatique comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de tout ça, le pays se développe et c'est un développement nécessaire. Et comment est-ce que tous ces éléments que Christine cite, comment est-ce que ce genre de choses sont pris en considération, Jean-Claude, quand on dresse un mitigation plan, par exemple, par rapport aux différents développements fonciers ou autres qu'on peut voir à Maurice? Premièrement, c'est que le gros souci que dans beaucoup de développements, ils n'ont pas leur propre pépinière, premièrement. Ils n'ont pas leurs propres ressources et ils dépendent sur les autres pépinières ou les pépinières du gouvernement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la propagation des espèces en pépinière, que ce soit en pépinière du gouvernement ou en pépinière dans le privé, on a un gros souci parce que les observations que moi-même j'ai fait, je suis en forêt presque une trentaine d'années, et aujourd'hui, je peux dire que les ressources en termes de plant material for propagation a diminué, réduit même, et ça devient un peu difficile de retrouver aussi des plantules, des graines en forêt parce qu'il y a un souci de climate change. Maintenant, c'est vrai que le développement
continu. C'est vraiment continu. Et pour, justement, on fait des efforts pour mettre des plantes indigènes et endémiques, mais il y a des fois aussi, puisqu'on n'arrive pas à trouver, on a la liste des espèces, mais on n'a pas trouvé l'espèce en pépinière. Tu vois? Allons dire, je donne un exemple, si on a besoin de le bois d'ébène noir, on a besoin, la compagnie a besoin 300 ou à 500 ou 1000, ben, il n'arrive pas à trouver en pépinière. Donc, il doit, par rapport à son design, de trouver une espèce qui va remplacer et une espèce qui n'est pas envahissante. Donc, il peut trouver une espèce de planter, un palmier ou d'autres, une espèce sur la liste qui n'est pas considérée comme une espèce envahissante. Donc, c'est vrai que c'est très bon de dire que c'est très important aussi de planter des espèces indigènes, mais le fait que pour les avoir, c'est un autre problème pour le client. Moi, je peux dire, il y a la liste des plantes, on va planter 100 par espèce, mais où en trouver? Et il y a une autre affaire aussi, c'est qu'il y a des fois des prix sont exorbitants, tu vois, par rapport à le budget que le client a préparé pour le développement, et il se retrouve avec les plantes qu'il doit acheter, qui est arrivé très, très cher pour lui. Donc, il doit trouver d'autres. Je ne veux pas dire que les indigènes et les exotiques sont des prix différents, mais il y a des fois, les deux sont pareils. Hein, que ce soit indigènes qui prennent, parce que dans la pépinière, quand le gars qui il propage une plante. Donc, même ressources, même matière, même temps, même de l'eau, tout. Donc, c'est juste une étiquette d'indigène qui va monter un peu plus que 50 roupies ou 100 roupies que exotique. Donc, c'est un peu dans mais... Juste pour rajouter dessus, il y a quand même aussi, en gros, déjà, il faut trouver les graines de base. Rien que déjà, il y a un travail en amont. Et après, il faut aussi s'assurer que ça pousse. Et du coup, il n'y a pas toujours les méthodes. Les méthodes sont peut-être là, mais en tout cas, les équipes ne sont pas forcément au courant des méthodes pour mettre en place la propagation. Du coup, il y a plus de tonnes mortalisées et du coup, c'est plus cher. Donc, il y a aussi une histoire de demande versus offre. Là, on est à un moment où, heureusement, il y a une petite prise de conscience où les gens se disent il va peut-être falloir faire quelque chose avec notre biodiversité, la protéger. Donc, on commence à avoir des pépinières qui commencent à propager de l'endémique. Mais sur les, je ne sais pas combien d'années, à part quelques pépinières comme Ebony et Forestier et Wildlife, il y avait quand même à peu près personne qui faisait de l'endémique, ou en tout cas les quelques espèces qu'on avait l'habitude de voir. Le palmier bouteille était partout, il y a ça sur les bords des routes, et donc ça poussait. Mais toutes les espèces un peu plus rares n'ont pas été propagées, et donc en gros, aujourd'hui on se retrouve sans. Mais ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas changer avec de la demande, finalement, et un changement de mindset finalement des prescripteurs. Tu parles des clients, mais... Ok. Très clair. On explique aussi la montée des prix, c'est normal. mais Jean-Claude, par rapport à justement ce mitigation plan dont on parlait un peu plus tôt et de comment ça vient vraiment rendre le développement durable, si on peut dire, quels sont les obstacles autres que, on comprend le coût, mais comment est-ce que ce mitigation plan vient vraiment répondre aux besoins de respecter cet écosystème? Le mitigation plan est venu dans un concept, c'est que il y a un développement. Le terrain est en friche, il y a des arbres, donc c'est fruitier ou des espèces exotiques. Mais malgré tout ça, c'est que ces espèces, quand même, contribuent sur le côté environnement pour un environnement sain. Mais en faisant l'inventaire du terrain, et on voit qu'il y a au moins une centaine ou 200 plantes qui vont partir. Et il doit trouver un endroit, une place pour recréer un espace vert. Donc, idéalement, c'est que le mitigation plan, il vous dit que si vous coupez un arbre, et qu'il faut qu'en même temps, égal à 3 ou 4 ou 5 arbres, tout dépendant. Mais c'est juste pour que, dans beaucoup d'endroits où on est en train de construire, on a déboisé. C'est-à-dire que déboisement, c'est-à-dire qu'on a tout passé la machine pour enlever, mais on fait des recommandations
que de recréer un espace vert, que ce soit un jardin botanique, que ce soit un arboretum, que ce soit, s'il y a une bord de rivière, embellir cette rivière pour justement compenser ce que le développement a détruit. Très bien, très clair. Émilien, tu nous parlais du coup plutôt de comment les tiny forests viennent un peu réconcilier les citadins à un environnement naturel, à des espaces verts. Peux-tu nous parler un peu de l'impact que cet environnement naturel, ces espaces verts peuvent avoir sur le au-delà de bien sûr une meilleure qualité de vie, on parle souvent d'une meilleure santé, mais quel est le lien, disons, qui a pu être créé à travers les différents tiny forests que vous avez créés à travers l'île? Pour ce qui est des avantages d'une tiny forest, et en soi, on parle de tiny forest, mais ce serait finalement d'avoir de la végétation en milieu urbain. Ce sont rien qu'en gros la protection, shade protection, en gros, au lieu d'avoir des îlots de chaleur au sein des villes, ça apporte ce côté protection. Maintenant, toute la partie, la diversité qu'on retrouve dans les tiny forests, permettent d'avoir en gros des plantes qui sont les plus adaptées finalement au milieu l'environnement dans lequel on vit. Ça permet d'avoir une meilleure intégration, tu parlais de drains plutôt, une meilleure infiltration de l'eau dans le sol. Ça a une réduction en gros de la résonance, des bruits en milieu urbain à nouveau. Donc ça c'est tout, on va dire, les aspects des bénéfiques, on va dire, d'un point de vue corporate. Après, il y a tout le côté bénéfice pour la biodiversité et la vie dans le sol. C'est pas des tiny forests qui, comme tu le disais justement, qui vont permettre à la faune locale de se développer parce qu'elles ont besoin de plus grands espaces et de milieux de vie qui correspondent à ce qu'ils avaient à l'époque. Mais pour autant, ça permet finalement de réapporter, on va dire, d'un point de vue microfaune, d'avoir un environnement dans lequel ils peuvent se développer. Et enfin, pour ce qui est de toute la partie sociale, je ne vous cache pas que ce n'est pas toujours évident d'engager les gens et de les impliquer dans les projets, mais à travers les quelques plantations qu'on a fait, il y a des choses qui nous ont choqués. C'est qu'aujourd'hui, quand on a des élèves qui viennent nous voir et qui nous aident à planter des tiny forests, ils ont peur de mettre la main dans la terre parce que ça va les salir. Et quand on arrive à ce niveau finalement de déconnexion à la nature, on se rend compte qu'on est vraiment en train de faire face à un problème et qu'il faut changer. Et c'est fantastique, il faut qu'on le fasse à grande échelle. Mais si on n'arrive pas à convaincre les gens qu'il y a un problème de fond, on n'arrivera pas plus tard à avoir l'effet de masse et l'impact qu'on a besoin pour venir résoudre le problème. Et je finirai juste une petite digression. On a beaucoup parlé de climate change et effectivement c'est un des mots de notre temps et c'est très bien qu'on commence à en parler, mais on rate complètement d'autres aspects en gros du monde dans lequel on vit, qui est notamment la perte de la biodiversité, de la vie sur Terre. Sur les 20 dernières années, il y a à peu près 60% des insectes qui ont disparu. Sur les dernières décennies, on va dire century, il y a en gros à peu près 20-60% de la faune qui a disparu. Et si on va sur les derniers millénaires, il y a 50 à 60% en gros des arbres qui ont disparu. Donc, et on parle en termes de nombre d'individus, je ne parle pas spécialement en termes d'espèces. Donc on a perdu 2/3 de la vie sur Terre aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut aussi se reposer les bonnes questions et climate change is a problem. It's a good thing we're talking about it. Mais il y a d'autres problématiques. Il y a les ressources en eau, etc. Et donc là aujourd'hui, on est en train de parler de reforestation. Il ne faut pas juste s'arrêter, effectivement, climate change, c'est très bien d'en parler à nouveau, mais on a un vrai problème de perte de biodiversité et de vie, et c'est aussi dessus qu'on doit se concentrer. Merci de nous partager ces chiffres, Émilien. Vraiment, je trouve ça résonne vraiment. Et justement, quand on entend ça, on veut agir. C'est un peu un call for action. Et tu as tout à fait raison de le souligner. Si on veut agir, c'est vrai qu'on parle on crée une forêt, 24 000 arbres,
tu parlais plutôt, Jean-Claude, des prix, des plans. Tu expliquais, Emilien, pourquoi ça coûte cher et c'est tout à fait justifié. Mais avant tout, chacun chez soi, quels seraient peut-être des actionable steps, Christine, si tu peux nous les partager à notre niveau? Parce que bien sûr, quand on a accès à un plus grand territoire, on peut se dire, OK, on va faire de notre mieux, on va essayer de créer une forêt, on va essayer de faire les choses mieux. Mais chacun chez soi, comment est-ce qu'on pourrait contribuer à créer un changement positif, à avoir un impact positif, un peu pour rebondir sur ce que tu disais, Emilien? I think the key thing, and it's a bit repeating what Emilian has said, is that we are growing up, or the next generation is currently growing up in an environment where for them concrete is the norm. And nothing is going to change unless we reconnect that that the norm should be like Mocha. The norm should be trees lining everywhere, green areas. That should be what towns and cities look like everywhere around the world. And that there can be that involvement, as you say, as with people with the green forest, you get your hands dirty, you connect, you plant a plant, you come back in, you can see that change. Or you have memories, you have memories of sitting under that tree, and now that tree is much bigger. And we have, previous generations would have had this experience of being more in nature. We live in a much more urban environment now, but the urban environment doesn't need to be just concrete. As you say, we need to recreate that opportunity in order for people to get dirty, get connected with that. Because if we don't have that normal, creating that as a normal, everyday life experience, people do not care about beyond their front door, and that would be, say, the forests, etc. And that is something which is incredibly important as well. So I think really having the opportunity for people to get involved in projects. It's complicated to organize. I agree on that. We also have the experience where we have had in the past, we will have volunteers who will come and assist us with planting and things. One of the challenges that we have is when we monitor survivorship, our survivorship actually, when we've had volunteers, has gone down. But it's that connection of people being able to get it. So it's as much as planting or sowing a seed in a pot in your back garden or in your school, and just have it, people to have, or children to have that pride of, oh wow, it grew and I didn't kill it yet, kind of thing. And we're all glad when we kind of keep our houseplants alive. So I think really opportunities for people to see that, and to see that as a normal thing, and whether it be obviously not just school children, something across the board, so in businesses, and it's just, we need nature. We need it for our health, our spiritual health, our mental health, our physical health, and it doesn't matter what age you are, we need it. And I think there's different things that people can do no matter what age. You can create, obviously if we can get seeds, I don't know, we get seeds of Vacqua or Latania, which are common. You don't have to be an able-bodied person to plant those seeds. You can create situations and to get community involvement. And I think that is, if we can get that community involvement, we can get people interested back in actually the native, Mauritius's natural native heritage. And because if we don't do that, really there's kind of nothing much that can be done. The difference with plants as opposed to with animals is that we face this time lag. So you can see and think, oh, we've got so many of this tree. But if that tree is not producing seeds, if there's no native seedlings being born, that tree, it's there, but it's effectively gone extinct. It's dead. It's functionally extinct. And it's likely that there are many species in our forests that are experiencing this. And as I say, all the problems they're facing, plus climate change, is going to have a major impact. So that connection is crucial. Merci Christine. Je vois Shiraz qui me dit que time's up. Je vais quand même vous donner l'occasion de dire un mot de la fin chacun. Peut-être je faisais un call for action plutôt, Emilien. Si tu devais
Si tu souhaites passer un message en particulier que tu aimerais que les gens ramènent avec eux, ce serait... Je pense qu'en partie, ça a été dit par Christine. N'hésitez pas à planter des plantes chez vous, à montrer aux jeunes que planter un arbre, c'est pas compliqué et qu'avoir un peu de terre sur les mains, c'est pas la fin du monde. Il y a de l'eau, ça entraînera une meilleure protection contre tout ce qui sont les pathogènes dans notre environnement. Et pour la petite anecdote, juste un exemple à nouveau, je laisse pousser mon gazon chez moi pour justement permettre à la biodiversité de s'épanouir. Et je pense que le jour où on arrêtera de me demander si mon jardinier est mort, je considérerais qu'il y a eu un changement de mindset autour de nous et qu'on est en train de progresser dans le bon sens. Et si Emilia, Jean-Claude, quelque chose à rajouter? Moi, je pense qu'il faudra qu'on trouve le temps. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais on n'a pas le temps. Même chez nous, on n'arrive pas à trouver le temps pour que les enfants puissent mettre le portable d'un côté et faire quelque chose d'autre. Il faut quand même, si on veut faire du jardin, on veut faire quelque chose, comme tu dis que les jeunes, j'ai trouvé pas mal de jeunes, avant de mettre la main dedans, c'est catastrophe. Il va te dire que les ongles, etc., la peau va t'abîmer. Donc je pense qu'il faut avoir le temps, un plan de planification. Nous-mêmes, nous prenons conscience, est-ce que nous sommes prêts à le faire? Et aussi de ramener nos enfants avec nous et peut-être d'autres groupes que nous sommes. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on dit on n'a pas de temps. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, il y a pas mal de projets, il y a pas mal de jardins qu'on peut faire chez nous, mais est-ce qu'on est planifié? Est-ce qu'on est aujourd'hui arrivé à faire un plan de notre temps pour le faire? Si c'est ainsi, je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses. Et moi, je dis qu'aussi, il faut continuer dans cet élan avec les écoles, que je suis impliqué volontairement pour créer des espaces, pour non pas seulement créer des espaces, mais aussi pour faire connaître l'état de notre pays, l'état de conservation de notre pays, et par des présentations et aussi des actions qu'on crée des jardins pour les écoles. C'est une dizaine de plantes, ou donner des petites plantes aux enfants qui vont aller planter chez eux. Donc, il y a avec ça l'école. Il y a la communauté aussi, on invite la communauté. Des fois, il y a des communautés qui nous invitent pour venir dans un endroit pour allonger jusqu'à Vallée des Prêtres. Et il y a un espace qu'il veut planter. Donc, moi, je me porte volontaire dans ce sens pour le faire. Et je vais aller plus loin aussi. Donc, il y a aussi, on fait des formations à la prison pour que ces personnes aussi ont la chance, peut-être sortir un jour, comprendre et comment planter, qu'on fait un potager. Donc, c'est un autre monde que je vis en ce moment, de la transmission de connaissances et aussi de faire grandir l'autre d'une façon ou d'une autre, pour qu'on ait quand même une île Maurice assez verte, avec beaucoup d'indigènes, et une bonne connaissance, de prendre connaissance, comme dit Christine, c'est notre héritage, c'est notre patrimoine et c'est notre héritage naturel qu'on a eu et qu'il faut préserver. Voilà. Merci Jean-Claude. Notre responsabilité aussi, je suppose. Christine, avant de laisser la place aux questions, autre chose? Un dernier mot? Alors, I would say it doesn't matter whether, I wouldn't even start talking about native plants or exotic plants. It's literally just getting people more outdoors and enjoying away from the shopping centers and just really, as I say, that time to, whether it be grow your own vegetables. I mean, COVID was fantastic for everybody. We learned to make bread everywhere. Well, yeah, not in that sense, but in terms of the being able to do these things that we maybe thought we would never have thought. So I think, as getting more connected back to nature. Merci. Je crois que le message est clair. Merci. Question time. Est-ce que vous avez des questions pour... je vois Nathalie. Vas-y. Aïlia, vous parliez de collaboration. Non, vous parliez pas de collaboration, justement, vous parliez de biodiversité. Quelle est la collaboration entre vos domaines, donc les arbres, et les animaux, les insectes?
est-ce que vous travaillez ensemble déjà pour justement, il ne s'agit pas de reforester, on est bien d'accord, s'il n'y a pas un écosystème qui va Des pollinisations. Bref, ça ne marchera pas. Il n'y a plus d'abeilles à Maurice, par exemple. Quel est le partenariat entre justement vous, les vétérinistes, et les, je ne sais pas comment on les appelle les autres, ceux de la faune. Quel est le partenariat? Qu'est-ce que vous faites ensemble pour justement pouvoir recréer cet écosystème dans les pépinières, par exemple? Comment c'est? Alors, déjà, je ne suis pas botaniste, donc ne prenez pas tout ce que je dis comme science infuse. Les deux personnes à ma droite seront très probablement mieux placées pour répondre que moi. Mais pour autant, par rapport à votre question, en fait, on démarre du sol parce qu'on pense que c'est dans le sol que, en gros, que se trouve l'habitat naturel pour, on va dire, certains insectes, une première partie d'insectes. Et que, de facto, par, en gros, création d'habitat, les autres insectes, les pollinisateurs, vont être attirés par les plantes endémiques qu'ils ont l'habitude. Pour ce qui est de la faune, la macrofaune en tout cas, ou les faunes plus larges, là effectivement, ce n'est pas sur les tiniforest qu'on va venir retrouver ce genre de faune. Pour autant, tout ne sera pas parfait parce qu'on reste dans un milieu urbain. Si on plante une tiniforest où on fait tout de façon très écologique et qu'à côté, il y a des pesticides et des choses qui sont plantées, qui sont dans aspergés, des fumigènes, etc., on va quand même avoir en gros de la perte en tout cas des insectes et la microfaune. Pour autant, sur ce qu'on fait, nous, c'est on essaie justement de recréer le plus possible à travers le sol et les plantes un environnement qui est propice et un habitat qui est propice au développement des espèces pollinisateuses. Pris. J'ai une deuxième et dernière question. Et après, je laisse la parole à tout le monde. Si vous deviez réaliser un projet, là, maintenant, pour justement reforester concrètement, que ce soit sur un espace public, après sur un espace privé, c'est différent, mais on va dire sur un espace public, quelles sont les parties prenantes que vous engageriez avec vous? Et qu'est-ce qui serait le plus facile à mettre en place tout de suite avec un effet à plus ou moins long terme, je vais dire 2-3 ans? Voilà. Les pépinières, par exemple, est-ce qu'elles sont privées? Pas que. Et publiques? Allez-y. Premièrement, c'est que si l'espace se trouve dans Beaubassin-Rosil, c'est un espace, et il faut voir que c'est le titre du terrain appartient à qui. Si c'est un privé et il veut faire quelque chose, on peut emmener le council, c'est-à-dire la municipalité, intégrer le côté municipalité et présenter ce projet, le travailler conjointement avec la municipalité. Ça, c'est une première. Et deuxième, on peut aussi, par rapport, si c'est prêt avec une école, on peut aussi consulter l'école. Il y a des clubs sportifs. Donc, il y a pas mal de la communauté qu'on peut faire une campagne de sensibilisation et en même temps, avec la participation, la contribution de la municipalité. Et on peut aussi, si c'est un projet bénéfique pour le public, on peut avoir aussi la contribution du côté du ministère de l'Environnement ou du côté du ministère de l'Agriculture en termes de matériel ou des plantes pour ce projet. Dans les villes, il y a des projets comme ça? Moi, j'avais fait un petit projet avec la municipalité pour créer une petite parcelle et que le service des forêts ont justement aidé pour ce projet. Et ça, c'est pas démultipliable. On va prendre cet exemple-là et dire. Mais il n'y a pas de communication. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas. Légalement. Oui, on n'a pas communiqué peut-être il y a peut-être un manque de communication aussi, mais il y a aussi pas mal d'exemples comme ça. Hein, c'est pas ça. Il y a pas mal dans le privé aussi. On a eu la facilité avec le service des forêts pour créer une parcelle une petite parcelle. Je ne vais pas appeler ça tiny forest, mais un espace qu'on a fait un arboretum,
mais on a eu le support de Forestry Services qui nous a donné des plantes pour reboiser. Donc le secteur privé, il met moitié, et de l'autre côté, on a le support. Donc, il y a quand même dans les autorités, qu'on peut dire, le secteur qu'on appelle le secteur awareness. Donc, peut-être qu'il n'a pas été bien communiqué ou que le public même ne sait pas trop qu'il y a cette campagne, il y a un département de awareness dans beaucoup de ministères. Les municipalités en général sont assez prêtes à s'engager sur des initiatives de ce type. Qu'est-ce qui ferait, quel est le levier justement où ça pourrait démarrer? Il y a des questions d'échelle aussi au bout d'un moment. Parce que bon, c'est plus facile d'avoir du support sur justement, tu parlais de petites surfaces. Comment ça, des plus grandes surfaces, c'est des discussions différentes parce qu'il y a des gros budgets. Petit budget facile, gros budget plus compliqué. Et après, qu'est-ce qui fait que je pense qu'il y a l'initiative des gens, l'envie de pousser. Et après, dans un second temps aussi, il y a toute une partie plus on va sur des grandes échelles, plus il y a une partie de procurement des plantes aussi il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les pépinières, je pense que déjà, Ebony a des soucis à se fournir elles-mêmes. Tu me corriges si je dis une bêtise. Les plantoirs, mais les plantes commencent, ça va. Ouais. Okay. Et de façon générale, on n'a quand même pas suffisamment de production pour aller faire des grandes échelles sur le pays. Donc il faudrait peut-être déjà prendre le problème à la source, produire suffisamment, ou en tout cas avoir un plan de production suffisant qui va ensuite être associé à des projets. Et tout ça, il faut travailler en parallèle et il faut impliquer toutes les parties prenantes parce que ce n'est pas le privé qui va le faire tout seul, ce n'est pas le gouvernement qui va le faire tout seul. Et sans, on va dire, peut-être un peu de motivation du public, ça ne va pas avancer. Je pense également le problème de ressources humaines. Très souvent, c'est le cas. Soit il y a un manque de plantes, mais après, manque de ressources humaines. Planter Que ce soit pour exécuter les travaux. Très souvent, c'est ça le gros problème. Je ne sais pas comment vous arrivez à gérer, mais en tout cas, bravo vraiment pour tout ce que vous faites. Mais je ne sais pas comment vous arrivez à gérer ou à trouver le manpower. C'est vrai, moi je travaille beaucoup avec le privé, c'est vrai que on a des idées, on a des plans de travail, on a tout, mais comme le côté de la main-d'œuvre, moi je vois qu'il y a deux ou trois projets, on a la main-d'œuvre venant de l'étranger. Hein. Donc ce sont les travailleurs étrangers qui sont en train de. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ne parlent pas la même langue que nous. Maintenant, aller comprendre, de le faire travailler, quelles sont les plantes pour tirer, donc donner des informations. Il faut que j'ai une autre personne à côté de moi. Et voilà. C'est vrai qu'on a un gros souci dans beaucoup de secteurs. On a beaucoup aussi de la main-d'œuvre. Parce qu'il y a un développement. Le développement est en train d'aller plus vite. Et c'est ça qu'on manque de main-d'œuvre. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si Christine a un problème de main-d'œuvre, mais dans mes projets, j'ai des soucis pour l'implémentation des projets pour ça. Une main levée, vous, si vous avez une question. Vous disiez de la participation des groupes. Il y a un exemple, d'autres encore, la cathédrale. Il y a eu une implication de la municipalité de Port-Louis, de 3 collèges, d'une école primaire, des filles de la capitale, et même des collèges qui viennent pour le projet en 2 temps, pour la plantation en 2 temps. Et puis il y a aussi donc, la municipalité pour aider à creuser, à faire l'irrigation après. Pour le financement, je voulais juste mentionner le même exemple. Pour le financement du projet de la cathédrale, qui nécessite, on a planté 1200 plantes. Vous me corrigez si je dis. Non. On a planté 1200 plantes qu'il faut acheter. Il a fallu acheter. Donc ça a été financé par des entreprises qui ont contribué via la CSA à lever une ONG enregistrée, Action for Environment Protection. Vous avez entendu parler. Nous, Tiny Forest, on fait partie de cette ONG et on peut recevoir des dons. Et ça a été essentiel pour pouvoir acheter 1200 plants, etc. Et
fouiller, préparer le terrain, etc. Mais on n'a jamais manqué de main-d'œuvre parce qu'on a le père Jean-Maurice Lavoie, un grand endroit, qui a amené pas mal de volontaires à louer dans les environs. Et on a pu planter 1200 plants en 2 jours. Je pense que Je voulais te laisser des Ah, bien sûr. Alexandre. Merci. Alexandre Choula, les archipels. Donc, question pour, sachant des projets de reforestation et franchement, pas mal de promoteurs aussi qui disent oui, on va faire des espaces verts, etc. Donc, mais la question que j'ai, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, voilà, quelles sont les bonnes pratiques qui existent pour s'assurer que sur telle surface, on va replanter, on va mettre des plantes endémiques, mais que ça dure en fait, que dans 20 ans, cet espace puisse continuer à se développer, que les arbres puissent grandir, qu'on puisse arracher les mauvaises herbes, que les gens autour aient accès à ce lieu-là. Mais comment ça se passe un peu? Quelles sont les pratiques qu'on peut mettre en place? Peut-être l'expérience du Tiny Forest, je ne sais pas, peut-être qu'il y a, au-delà de la replantation, une méthode aussi pour le suivi, parce que je pense que c'est essentiel, parce que c'est une chose de planter des centaines d'arbres, surtout en milieu urbain, mais je pense que pour que ça dure, il faut que la communauté aux alentours s'approprie l'espace, se sent concernés de sa communauté, entre sur les lieux, voir les arbres, etc. Mais aussi financièrement, comment on fait, voilà, si dans 5 ans j'ai besoin de réinjecter du manpower pour arracher les mauvaises herbes, comment on fait ça en milieu urbain? Alors, je juste réponds pour la partie Tiny Forest. Après, pour les autres plantations, je suis moins sachant. Mais en tout cas, pour les Tiny Forest, l'idée de la densité aussi on va dire de plantes au mètre carré, c'est justement pour essayer de créer des espaces où, on va dire, les plus proches des forêts primaires, ou en tout cas de ce qu'on en sait. On a moins de recul sur Maurice et ils seront potentiellement mieux placés, mais l'idée de base dans la méthode Miyawaki, c'est justement de venir recréer des forêts primaires qui sont par nature denses. Et effectivement, il y a de la maintenance qui est nécessaire dans les premières années où les plantes sont en train de pousser. Ça se limite à du weeding et de l'arrosage, hein, rien de très sorcier. Parce que justement, on a retravaillé le sol de façon à ce qu'il y ait un kickstart, on va dire, au début, et que par la suite, ça puisse être self-sufficient. À partir du moment où la forêt a 2 ou 3 ans, en général, et là on le voit sur les quelques forêts qu'on a plantées, la densité est forte et il y a finalement peu de plantes invasives qui pénètrent dedans. Donc il y a toujours de l'entretien sur les abords, parce que, écoutez, si on est en milieu urbain par exemple, on va être près d'une route, il va peut-être falloir venir faire de l'entretien, mais qui est le même entretien qu'on aurait eu sur n'importe quel espace vert en milieu urbain. Après, à la suite, oui, il y a toujours du monitoring à faire pour voir si ça se passe bien. Mais en soi, les dépenses à long terme, c'est aussi, au bout d'un moment, c'est de laisser faire la nature. On n'est pas là pour essayer de venir créer une tiny forest et créer un jardin où on peut se déplacer. En tout cas, ce n'est pas le but de notre approche. C'est justement de revenir au plus proche de ce que la forêt a pu être dans un premier temps. Donc, l'idée, c'est que ça devienne impénétrable au bout d'un moment et que, donc non, le but, c'est pas de se balader dans c'est pas un jardin. Donc, au bout d'un moment, plus d'entretien, quasiment plus d'entretien. Merci Emilia. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui. Laurent? Non? Oui. Dan? I'm Dan. I just wanted to know, do we have kind of a master plan or a national plan that says, in terms of reforestation, this is where we want to go, and these are the priority areas? So, okay, in terms of priority, these are priority 1, priority 2, priority 3, and 4. And on top of that, we could also add layers in terms. So, if we have this long-term planning or master plan that we all buy into, I apologize, but I tend to put civil society first, and then government and private sector, because I think if you don't have that, it will be very, very difficult to scale up. So do we have this plan where we can then add the layer of what type of plants? If we're saying endemic plants, yes, it's nice to hear endemic plants, but really understand why.
I'm currently spending more time in Scotland, but the flower canna that we have in Mauritius is now being used because it's more adapted to climate change. So we really want to understand which plants and why, but then also at the layers of biodiversity that we could add to that. I feel what's really missing is that one plan that could help bring all the parties together, including the financing. Because just relying on donation is not a sustainable project. This is a conversation I've been having since 2011 with a lot of people like Tony, like Zoe. If it's not financially sustainable, the project itself will have a very, very limited shelf life. So yes, there has been a plan. It's called the Protected Area Network Project, and then there was a Protected Area Network Expansion Strategy, and the areas of high quality forest and the areas of forest within Mauritius have been identified. So there's also areas which are referred to as key biodiversity areas, not necessarily forests, they can be wetland areas. And this is all drawn up on a plan, and the idea was to, if I'm not mistaken, increase by 16% or something, because to connect these kind of the eastern forests and the central kind of plateau and the western forests, and to connect those. So that would be, connect them as a forest, not necessarily as a native forest. It doesn't necessarily extend into urban areas. I think there would be one part in Curapeep, where there is that crossover at forest side as well. And that has, unfortunately, that project ran out of funding. And so there was no there's been no further development. There has been many other projects since that, which are kind of similar, reiterate the same sort of thing. But it is government-led in that sense. There is the private sector do not receive very much government support in order for reforestation, with the exception of, say, donation of some plants for forestry. But as the gentleman here was asking previously, it's actually, on our level, it's reforestation, it's a long-term project. It's the maintenance of it that's highly costly. If you're wanting to plant an urban area, you don't have to plant it high. You have multiple choices in how you want to do that. You can plant very densely as a tiny forest. You can plant at lower density. So those same number of plants could go and be double, kind of 10 times the same area. It depends on what your objective what you want to do. So your costs will change. It's a question that obviously with any of these things, you start a project, it's how are you going to continue it? So yes, that's the problem. Maybe many people want to plant, but who is going to maintain those plants? What's going to happen thereafter? And it is a massive challenge, and it is something that puts a lot of people off going further. And this is why often these things are, I think, very much driven by corporates in this area. The greening of Mocha, no doubt, has been driven by corporates rather than necessarily individuals. I'm assuming that's the case. And it's because they have the infrastructure, they have the manpower, they have the finances to continue. So, yeah. Merci Christine. Docteur Arnaud, une question. Madame, oui. Allez-y. All right. Hi, everyone. I have a few comments before I get to the question in my head. One thing that crossed my mind when we were talking about how youngsters relate to nature today. I think one aspect that we miss in the discussion is that being connected with nature today is a privilege. Most of the youngsters we have today come from families where both parents are working and are working in an economic climate with very high inflation rates, right? So being able to afford to go out, being able to afford to have land that they can call their own, to play with and plant with, is a massive privilege. So there's that aspect that we need to somehow get back of our minds. It's a bit elitist to say, oh yeah, they are just, they don't want to be in nature, it's an attitude problem. No. There are things that are learned at home, but you have to have access to. That's one thing I wanted to point out.
I think it's great that there is work going on in schools to try and bridge that gap and bring youngsters closer to nature and give them a better understanding. I do think the younger generation, mine and everyone younger, is much more aware of environmental challenges. Everybody here in this room is aware that there is a clear age gap among people here in this room, a clear distribution, right? We can see that. So people know, people understand, people are aware. We saw that during the Wakashio oil spill, the mobilization of youngsters to go and help tells us that people know what's going on and want to be involved. So being able to give them opportunities to be involved, to direct that effort, to direct that interest, and give them the right training that they can do it and see it bringing value to their daily lives should also be part of the program. And I think the tiny forests are a great avenue for that to happen. Now I get to the question I had, and that's a bit something, it's crossing my mind. I don't know if I have it fully formulated yet. So we know in Mauritius, if you have a plot of land that you've let go, you're not managing right, they're en friche, you potentially open yourself up to getting fines from the municipality or complaints from people around because it's not maintained, it looks, it looks forested, that there are plants on it, it looks dense, and people don't feel safe, right? So it makes me slightly question how the attitude of communities around tiny forests is different, given in essence, it's basically that. You have a plot of land that is planted, it's dense, it's not a nice manicured area, right? But you don't get that same type of approach. Ailleurs, t'es en friche, c'est dangereux, on peut pas aller près, on doit se plaindre à la municipalité, les gens peuvent se cacher dedans, machin truc, right? So how is that being managed? I'm curious about that. That's I guess, a fair question. And I wish, well, I guess my answer is going to be formulated as I also think, because I guess you could be right. And if people were to complain about having a tiny forest planted next to them, they could. The entire idea of the tiny forest, though, is that we involve the community in it. So yes, there may be someone who will complain about it, but I guess there will also be community complaining about the fact that they're going against it. There's also, I think, a law about, and I don't know how well enforced it is, and I think they will be best placed to answer, but an endemic plant cannot be cut without a proper reason. So I think, and again, it's not like I have the exact answer. It cannot be cut, but that's more enforcement dependent. It is, but what you were saying, right, is that people will complain about it. If they complain about it, they'll try to enforce one law, and the community that helped planting that tiny forest will also try to enforce the other law. So yes, there will be kind of a fight, and I don't know which law will prevail. Hopefully we've done a good job and we managed to involve more of the community. But yeah, that's the best answer I can give you. Maybe you have a clearer idea on your end. I think it's irrespective of whatever country you would be in. I think anybody would find a kind of a closed, dense forest somewhat intimidating, and that's just human nature. But the fact, in some ways, these tiny forests, they are in small plots, so they're not to be walked through. They have, I don't know what, I assume they have there's kind of natural boundaries of, I've seen the one at the cathedral, there's grass boundaries. So it's not that kind of, it's not quite like a terrain vague in that essence. And obviously people complain, I think, about that, about the mosquitoes, etc., or in those aspects. But you will see. Yeah, maybe we'll receive. Hopefully, don't broadcast this too much because we might get complaints. So, but usually, usually to have the implemented tiny forests, you have the community, you have a sport club, you have lots of communication around this, and also you have some signage, say that these tiny forests, the importance of that is something that, have to be placed and people know
even if you are new in this region, so you know you have a tiny forest here will be more. I'm not. What I was going with this is that if I'm a land owner with plots of land and I want to do native planting on it, right? Because I know what I'm doing, and I don't, unless and until I label it and I have it under some sort of a banner, I'm potentially at risk of having complaints and getting fined. Potentially. No, I get your point, and it's a fair point. I guess it's about communicating about what you're doing, and usually if it's you will see, like, I guess a wasteland or land that has not been taken care of. You will usually have invasive plants, which will be plant fawns, etc. So it's just, I guess, the look and feel of it. And just to even add to that, and we don't have the data in Mauritius, but basically the other examples of tiny forests around the world kind of show that the value of the plot of land is increasing when you're bringing nature, and in these examples, tiny forest, into an area. So I guess what would be the incentive of those people to go against it? Yes, there could be mosquitoes, that could be one thing, but in general, what we've seen, or what others have seen who are following the same process, is that it doesn't cause much of an issue for communities. The risk is not really mosquitoes, it's mostly security. Thieves, drugs, I mean, it's a reality of a thing. Yes, I also have a plot of land and have got complaints by municipality. And my plot of land is completely bounded. Still, we have people getting into that land, misusing it. So it could be a reason against the tiny forest swing, but I, on my part, completely, I'm in favor of this reforestation of urban areas, because yes, we protect endemic plants, but we also do carbon sequestration in terms of carbon reduction and things like that. And in terms of levier, we can have all the goodwill that we want to promote that, but without a change in legislation, I think it's not going to be adopted throughout the country. We've seen developments of urban areas where green landscaping or sustainability has not been taken into consideration. Buka, yes, it is, I think, the exception, je dirais. We are seeing developments where this is completely not being taken into consideration. And I think this is a lack of legislation. You might have all the goodwill, but if the law is not there to enforce that, the finance will not come. If there's a change in law and there's other incentives in terms of financing, you get green loans, things like that, then that change. Merci Niraj. Je vais prendre une dernière question. Il y avait une question au fond. Non? Sorry. Oui, sorry. Au moins, excuse-moi. Thank you very much for your time. So, two small questions. So, one of them is a bit more about the tiny forest in urban areas. Does it include construction of wetlands as well, or no? Not really? We haven't worked on wetlands yet. Those are, I guess, very critical ecosystems. We wouldn't want to go there on our own. So, like, if the relevant experts are involved and we're all working together, why not? It's just that basically, yeah, those ecosystems are very important, and we have to be careful around them, and they play a significant role for the entire environment, and yeah. Okay, thank you. Just wanted have to be careful. More about last question for Christine. So, just write very simple question. So, as a conservator, what would be one
species would you like to see on the 24 hectare or that is going to be belongs to Telfair? Just one, I don't know, because you can. Oh gosh, you see, it's not a simple question, that. You know, I think because I don't view things as, I suppose, I don't view things as species, as a specific species. I'm kind of playing the politician here and throwing back your question, so I'm not sure, because I'm like thinking, oh gosh, what species? It has to be a species which is going to thrive there, really, and do well. And I think, you know, Maybe not specifically species, but like Can you characteristic that you would like to see more. Jean-Claude here is desperate. I mean, to start the project at Ebony Forest, I've been working there in 2004, and for 10 years or more. One species I wish to is the Sajalia boreana, which is a bois corail. Bois corail. C'est un peu comme le Ixora. Vous voyez la fleur Ixora, même famille, même groupe. Des fleurs Ixora. Allez, ok. Des fleurs corail. Donc, à l'époque, quand on commençait, on avait recensé une plante à Mondrin. À Mondrin, c'est la région de Tamarine Falls. Il y avait une plante dans la réserve de Mondrin et il y avait des milliers de personnes qui voulaient voir la plante et c'était là. Mais après, quand moi j'ai travaillé à l'herbier, on a trouvé 2 plantes sur Mont qui se trouve à Chamarel. Et on n'avait pas trop cru à l'époque que c'était là-bas. Bon. Et puis, on a fait des sorties encore, on n'a pas retrouvé parce que c'était dans un endroit vraiment envahi. Et quand on a commencé à Chamarel, qui est Ebony Forest aujourd'hui, et on a, moi j'ai trouvé peut-être une vingtaine, peut-être il y en a plus aujourd'hui. Et aussi, on a trouvé dans les autres régions de Chamarel cette plante. Donc, sortir de 1, aujourd'hui, on a une trentaine. Donc, si on a à faire propager encore cette plante, qui est magnifique, qui a des jolies fleurs, ce sera le Sajalia boreana, qui est le bois corail. I think that one is a bit the model of Troqueta, right? Yes. When Troqueta was discovered right on the edge of Le Le Monde, Monde. right? To now it being sort of the label native species. It is the The natural flowers, yeah. The national flower. Il y a pas mal d'exemples comme ça. Not the national flower. Really like one in my yard. Merci beaucoup Christine, Jean-Claude, Emilien, merci beaucoup pour votre présence et merci à tous pour votre attention et votre temps. Romain, tu poseras ta question over some snacks directement à ton target. N'hésitez pas à aller vous rafraîchir et merci encore une fois pour votre temps. Merci.